et chaque jour. Questions orales, oral questions, the honourable member for Calgary. Le député de Calgary-Est. On tire la sonnette d'alarme. Les paiements d'intérêts dépassent les transferts en santé et les dépenses militaires. Ce premier ministre veut dépenser encore plus d'argent que Justin Trudeau sans déposer de budget. Les Canadiens veulent savoir quand les libéraux déposeront-ils un budget. Des finances. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de sa question. Je le remercie d'avoir pris une bonne première étape cette semaine. En fait, ils ont voté contre la motion de voix et moyens. Pour faire quoi, Monsieur le Président? Pour donner des allègements fiscaux à 22 millions de Canadiens. Les Canadiens sont à l'écoute. Ils ont regardé ce matin, mais ils vont regarder lorsque nous voterons sur le projet de loi principal. J'espère que les conservateurs feront la bonne chose pour soutenir les Canadiens. Le député de Calgary-Est. Il devrait s'excuser d'avoir perçu la taxe carbone pendant 10 ans. Le taux de chômage est en hausse et l'inflation est en hausse. Il a déjà rompu sa promesse de limiter les dépenses. Pourquoi les libéraux ne déposent-ils pas un budget aujourd'hui pour montrer aux Canadiens combien de vandalisme économique ils vont faire, tout comme Justin Trudeau? Monsieur le Président, j'ai des nouvelles pour le député s'il veut prendre le temps de lire. Non seulement nous donnons des allègements fiscaux à 22 millions de Canadiens, mais nous éliminons la TPS pour les acheteurs d'une première maison jusqu'à 1 million de dollars. C'est une bonne mesure. Non seulement allons-nous mettre fin à la taxe carbone pour les particuliers, les conservateurs devraient célébrer parce que les Canadiens, eux, célèbrent chez eux aujourd'hui. Le député de Haldimand Norfolk. Il a voté contre tout cela. Monsieur le Président, pourquoi signer un chèque de 486 milliards de dollars sans savoir où l'argent ira? C'est exactement ce que ce gouvernement demande aux contribuables de faire. Signer un chèque en blanc pour un demi-billion de dollars qui va inévitablement mener à l'inflation. Les conservateurs et le Parlement ont voté pour que les libéraux produisent un budget au printemps. Quand le premier ministre va-t-il faire preuve de respect à l'égard du Parlement et déposer un budget? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est une bonne journée pour répondre à cette question. Ce que la députée demande, c'est ce que contient le budget principal des dépenses. Je sais que les députés seront heureux d'apprendre qu'il y a de l'argent pour les soins dentaires qui aident beaucoup d'aînés partout au pays. On parle aussi de crédits pour les garderies. Je sais qu'il y a des gens dans sa circonscription qui en profitent. Et nous parlons aussi d'assurance médicaments. Voilà des programmes qui font partie du tissu du Canada et qui rendent le Canada plus fort. La députée de Haldimand Norfolk. Monsieur le Président, les gens de ma circonscription seront heureux lorsque les impôts baisseront. Le directeur parlementaire du budget a confirmé que les dépenses du gouvernement font en sorte que les Canadiens paient 70 milliards de dollars en paiement d'intérêts sur la dette. C'est plus qu'on dépense en soins de santé. Les libéraux retournent à leurs bonnes vieilles habitudes. Ils ont rompu leur promesse de limiter les dépenses à 2 et les ont augmentées de 8 Ils ont rompu leur promesse de réduire les dépenses sur les consultants et ils les ont augmentées de 7 milliards de dollars. Quand ce premier ministre va-t-il déposer un budget et cesser de gaspiller l'argent des contribuables? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, vous voyez la différence entre les conservateurs et les libéraux. De ce côté-ci, nous sommes fiers de soutenir les familles, Monsieur le Président. Nous sommes fiers du programme de soins dentaires qui aide nos aînés. Nous sommes fiers d'avoir les garderies. Et je peux vous dire que j'étais au G7 récemment et les autres pays applaudissaient le Canada. C'est une bonne politique économique qui génère de la croissance. De ce côté-ci de la Chambre, nous sommes fiers de soutenir les Canadiens. J'espère que les conservateurs peuvent nous soutenir. Le député de Essex. Monsieur le Président, soyons clairs. Les droits de douane imposés par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium sont injustifiés. Ils constituent une attaque contre les emplois. Le premier ministre avait promis de se retrousser les manches
Mais maintenant, il laisse s'effondrer la raison d'être du nouveau pont Gordie Howe. On avait dit qu'on obtiendrait 20 milliards de dollars pour compenser. Le premier ministre peut-il s'engager aujourd'hui à déposer un budget au printemps ou va-t-il laisser ses promesses vides rouiller? L'honorable ministre des Relations Canada-États-Unis. Monsieur le Président, notre gouvernement a reçu un mandat de la part des Canadiens pour négocier un nouveau partenariat de sécurité et d'économie avec les États-Unis. Nous partageons le point de vue de notre collègue que les tarifs imposés sur le tarif et l'aluminium au taux de 50 % sont injustifiés et illégaux. Il en est de même des autres tarifs, Monsieur le Président, imposés sur l'économie canadienne. C'est pourquoi le Canada a réagi de façon ferme et claire. Nous allons soutenir nos industries et nos travailleurs alors que nous traversons cette épreuve ensemble. Député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, les tarifs sur l'aluminium imposés par le président Trump sont injustifiés. C'est une attaque à notre économie et aux travailleurs du secteur. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 4 alumineries. C'est 32 % de la production d'aluminium canadienne. Le premier ministre nous a dit que c'était l'homme de la situation. Le premier ministre nous a dit qu'il y avait un plan. Mais la réalité, c'est que les tarifs... C'est beau, ça. C'est que les tarifs ont empiré. Qu'est-ce qu'il va faire pour protéger les travailleurs du Saguenay? Excellent! L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis et des affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, nous partageons entièrement et complètement les inquiétudes de notre collègue de Chicoutimi. Les travailleurs du Saguenay dans l'industrie de l'aluminium sont parmi les meilleurs travailleurs au Canada. Les États-Unis sont dépendants de l'aluminium que le Canada produit. Qu'eux autres décident d'imposer des tarifs de 50 %, ça va faire mal à leur économie. On comprend que c'est une situation inquiétante pour les travailleurs et l'industrie au Canada. C'est précisément pourquoi on va appuyer les travailleurs, on va appuyer l'industrie, on travaille avec le gouvernement du Québec et on va continuer. Bravo. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, depuis hier, les tarifs américains sur l'aluminium et l'acier ont doublé et atteint 50 %. Après 3 mois de conflit, le temps presse pour ces industries, mais après 3 mois, il n'y a toujours aucun soutien. Le premier ministre dit qu'il y a des discussions intensives avec les Américains et c'est tant mieux, mais après 3 mois, on ne devrait plus être au stade des discussions intensives, on devrait être au stade des actions intensives. Voilà. Ça prend des liquidités pour nos industries et ça prend une subvention salariale. Après 3 mois à rien faire, est-ce que le premier ministre va enfin protéger nos travailleurs et nos industries? Voilà. L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, encore une fois, je peux assurer notre collègue que nous partageons entièrement l'inquiétude de tous les Canadiens face aux conséquences néfastes des tarifs douaniers imposés par les Américains. Évidemment, comme j'ai dit dans une réponse il y a quelques moments, l'industrie d'aluminium du Québec, l'industrie de l'acier dans le reste du Canada, les Américains sont dépendants de notre produit. Nous avons eu des actions de riposte très fermes. Nous sommes un des pays qui a eu le courage de riposter aux tarifs injustifiés, mais on va aussi protéger les industries et les travailleurs. Voilà. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, la magie libérale promise n'opère pas sur Donald Trump et c'est le Québec qui en souffre. C'est notre aluminium et notre acier qui font l'objet de tarifs de 50 %. C'est dans notre forêt que 2000 mises à pied ont été annoncées et c'est pas tout. On apprenait hier que notre aérospatiale est dans la mire de Washington qui songe à des tarifs d'ici la fin du mois. Pourtant, à Ottawa, toujours aucun soutien pour nos secteurs clés, toujours aucun budget, toujours de l'improvisation. Ça fait 3 mois, Monsieur le Président, le partage des inquiétudes, ça suffit pas. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour protéger les industries du Québec? Voilà. L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, il va de soi que nous travaillons tous les jours pour nous battre contre les tarifs de 50 % sur l'acier et l'aluminium. Encore ce matin, j'ai rencontré les PDG dans le domaine de l'acier et je suis en contact avec ceux
du domaine de l'aluminium. Nous allons continuer à nous battre contre ces tarifs. Nous allons aussi protéger nos industries au Québec et partout à travers le Canada. Nous allons également investir et bâtir. C'est pourquoi nous allons avoir une industrie de la défense très forte pour soutenir nos emplois ici et nous allons avoir des grands projets nationaux que j'espère que le Bloc québécois va soutenir. Bravo. Honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, avec les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui doublent, 2000 pertes d'emplois dans le secteur forestier, la guerre commerciale prend de l'ampleur, ça prend du soutien à nos industries et à nos travailleurs, ça prend un budget. Hier, le discours du trône a été adopté à condition qu'au minimum, une mise à jour soit adoptée, une mise à jour budgétaire. Alors aujourd'hui, on demande aux libéraux de respecter leur propre discours du trône. Est-ce qu'ils vont pour une fois tenir parole et déposer une mise à jour économique avec des mesures d'aide dès maintenant? Bravo! L'honorable ministre des Finances. Président, je remercie mon collègue pour sa question. En effet, il y a déjà des mesures pour appuyer les différents secteurs de l'économie canadienne, Monsieur le Président. On avait déjà prévu de mettre des mesures en place, justement, pour faire face à cette guerre-là tarifaire, comme l'a dit ma collègue, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on a toujours été clair. On va se battre contre les tarifs. On va protéger nos travailleurs et nos industries. On va bâtir un Canada ensemble, Monsieur le Président. Je suis sûr que les collègues du Bloc sont contents de bâtir un Canada fort, Monsieur le Président. The honourable member for Hastings, Lennox and Addington. Depuis des années, les libéraux promettent aux familles qu'ils réduiront le coût des épiceries, affirmant aux Canadiens que ces mesures arriveront bientôt. Mais depuis des années, ils laissent tomber les familles. Le premier ministre lui-même a déclaré qu'il sera jugé sur le prix des produits alimentaires. Le coût de tout, du bœuf aux oranges, a augmenté de plus de 25 % depuis le début de l'année seulement. Avec 500 milliards de dollars supplémentaires qui viennent alimenter cette crise inflationniste alimentaire, pourquoi le premier ministre n'est-il même pas capable de présenter un budget? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, depuis 2015, la pauvreté chez les enfants a baissé de 38 %. C'est en raison de programmes comme l'Allocation canadienne aux enfants. C'est en raison de programmes comme les garderies abordables disponibles partout au pays. Monsieur le Président, nous travaillons avec les familles, nous travaillons avec les jeunes et avec les enfants et nous allons continuer de faire ce travail ensemble. Nous espérons que l'opposition pourra nous soutenir. Le député de Hastings, Lennox et Addington. On n'y a rien à soutenir. Contrairement à ce gouvernement, les Canadiens doivent gérer leur budget pour survivre. Ils ne peuvent pas sortir de la faim en augmentant les impôts et en dépensant sans compter. Après avoir payé le loyer, l'hypothèque et les services publics, il leur reste moins d'argent que jamais pour payer l'épicerie. Et cet argent ne permet pas d'en acheter autant qu'avant. Les Canadiens sont à bout de souffle et ils attendent et méritent un plan qui leur apporte un peu de répit. Monsieur le Président, le gouvernement fera-t-il preuve d'un minimum de compétences et présentera-t-il un budget au printemps? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Vous savez quoi, Monsieur le Président? La compétence, ça veut dire voter pour des programmes qui permettent de nourrir les enfants. Je pense entre autres au programme alimentaire scolaire qui permet de nourrir de nombreux enfants chaque année en partenariat avec les provinces et les territoires. À chaque fois qu'une mesure est présentée par ce gouvernement pour veiller à ce que les enfants soient nourris, que les parents aient des soins de garderie, cette opposition vote contre. Soyons honnêtes, Monsieur le Président, ils ne sont pas là pour les familles. Le député de Longridge Mountains. Monsieur le Président, Bridges to Hope est une banque alimentaire essentielle à Terre-Neuve et Labrador qui est contrainte de doubler sa taille en raison d'une augmentation de 30 % de la demande. Cette hausse reflète la dure réalité à laquelle sont confrontées de plus en plus de familles qui n'ont pas les moyens d'acheter l'épicerie. Le prix du bœuf a augmenté de 34 %, les oranges 26 %, le café 9 %. Les Canadiens n'ont plus aucun espoir d'obtenir de l'aide sans un plan budgétaire clair. Le premier ministre va-t-il enfin présenter un budget qui s'attaque à la crise du coût de la vie et qui garantit que les Canadiens peuvent mettre de la nourriture sur la table? La ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, nous avons parlé de la réduction de la pauvreté chez les enfants, mais pour les adultes de 18 à 65 ans, le taux de pauvreté a baissé de 26 % depuis 2015. C'est en grande partie grâce au programme que nous avons mis en place pour aider les familles. On veut parler de réduire le coût
des aliments. Le programme alimentaire scolaire réduit les coûts pour chaque famille. Alors, Monsieur le Président, voyons s'ils peuvent soutenir les programmes qui aident vraiment les familles. La députée de Long Ridge Mountains. Monsieur le Président, les Canadiens jugeront le gouvernement en fonction de leur expérience à l'épicerie. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre. Les mères célibataires vont à l'épicerie et en ressortent avec seulement 2 sacs d'épicerie, assez pour 2 ans, et ça leur coûte 100 $. Aujourd'hui, les libéraux proposent 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses, soit une augmentation de 8 alors qu'ils avaient promis de les plafonner à 2 Une fois de plus, Monsieur le Président, les libéraux vont-ils présenter un budget au printemps qui réduit l'inflation et diminue les impôts afin que les Canadiens puissent nourrir leurs familles? L'honorable ministre des Pêches. Monsieur le Président, merci. C'est important à St. John's et à Terre-Neuve et Labrador de protéger les enfants. Le programme d'alimentation scolaire a été une initiative importante et j'ai été déçue que l'opposition vote contre. J'espère que lorsqu'ils auront l'occasion de voter pour soutenir ce programme, qu'ils le feront. L'opposition et la députée devraient soutenir l'alimentation des enfants. Le député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, le premier ministre a admis qu'il ne fait pas ses courses lui-même et qu'il ne sait pas combien une famille de 4 personnes dépense en alimentation. Il n'est donc pas surprenant qu'il ne sache pas que les familles canadiennes ont du mal à mettre de la nourriture sur la table parce que le gouvernement libéral n'a pas réussi à lutter contre l'inflation. Sous son règne, le véhicule le plus cher à usage au Canada est devenu le chariot d'épicerie. Les libéraux vont-ils présenter un budget qui permettra de réduire l'inflation afin que les Canadiens puissent nourrir leurs familles? La ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, soit ils ne peuvent pas entendre ou ils ne tirent pas des leçons de leur comportement du passé. Le Parti conservateur a voté à maintes reprises contre les familles, qu'il s'agisse de l'allocation canadienne aux enfants, qu'il s'agisse du programme alimentaire scolaire, qu'il s'agisse des soins dentaires qui offrent du soutien aux familles partout au pays, réduisant les coûts et améliorant la santé des Canadiens. Ils ont voté contre. Ils votent contre les familles à chaque fois. Le député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, c'est le premier ministre qui a dit que le gouvernement sera jugé sur leur expérience à l'épicerie. Eh bien, l'expérience est un cauchemar et les Canadiens en ont assez. Avec ce gouvernement libéral, les prix à l'épicerie ont monté en flèche. Mais au lieu d'offrir un vrai plan budgétaire, les libéraux vont de l'avant avec un demi-billion de dollars de nouvelles dépenses. Les Canadiens qui travaillent fort doivent payer la facture pour les déficits de ce gouvernement à chaque fois qu'ils font l'épicerie. Comment est-ce acceptable? La ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, comment est-ce acceptable que lorsqu'un gouvernement offre une allocation qui sort 500 000 enfants de la pauvreté, que l'opposition vote contre? Il parle de mettre fin à ce programme si jamais ils étaient élus au pouvoir. On n'a pas à se demander pourquoi les Canadiens nous ont choisis à la dernière élection. Ils savent qui les défend et ce genre de discours ne concorde pas avec la réalité. Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Le coût de l'épicerie a littéralement explosé. Les 10 années de déficit inflationniste des libéraux ont poussé malheureusement un nombre record de Canadiens vers les banques alimentaires. J'y ai malheureusement croisé un de mes amis de l'école secondaire, mon ami François, la banque alimentaire. Il travaille, il fait un budget, il n'y arrive pas. Des enfants chez nous à Victoriaville vont à l'école, la boîte à lunch vide, rien à l'intérieur. Une chance, on a des organisations qui s'occupent d'eux. Est-ce que les libéraux vont enfin déposer un budget pour réduire l'inflation, baisser les taxes et permettre à nos enfants d'avoir le ventre plein? L'honorable ministre
de la transformation gouvernementale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 28 avril dernier, les Canadiens ont refusé le genre de recul que le Parti conservateur aurait amené au Canada. Puis on le voit aujourd'hui, ils n'auraient eu aucune gêne à saper dans les programmes dont les Canadiens dépendent, dont nos communautés dépendent, que ce soit l'allocation canadienne pour enfants, que ce soit le régime canadien de soins dentaires qui vient d'être ouvert pour les 18-64 ans, qui a aidé des millions de Canadiens à travers le pays. Monsieur le Président, c'est gênant de les voir aujourd'hui se proposer à couper dans ces reculs. Ils devraient nous appuyer avec les estimés. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, dans ma région, Rémabec a annoncé la mise à pied de 2000 travailleurs pour une durée indéterminée. D'abord, le Bloc québécois tient à exprimer sa solidarité avec les familles touchées. Monsieur le Président, ça fait des années qu'on répète que l'industrie forestière a besoin d'un programme d'accès aux liquidités. Des années qu'on répète qu'il faut soutenir la deuxième, troisième transformation pour créer plus de valeur ajoutée dans le secteur forestier. Des années qu'on répète à Ottawa qu'il doit y avoir un programme qui permet l'utilisation et qui valorise l'utilisation du bois. 2000 emplois perdus dans ma région, Monsieur le Président. Quand est-ce que le gouvernement va se réveiller? L'honorable ministre de l'Industrie. Il va de soi que l'industrie forestière est importante et le ministre des Ressources naturelles et moi allons travailler sur cette question. Ça va être un plaisir de travailler également avec le membre du Bloc québécois, également pour protéger et créer des emplois dans sa circonscription, partout au Québec, particulièrement dans les régions où on le sait, qui sont affectées par la guerre tarifaire, comme c'est le cas pour l'industrie de la foresterie. Entre-temps, nous allons travailler sur des solutions et justement, nous sommes prêts à parler et discuter avec mon collègue parce que nous avons des solutions qui peuvent être offertes sur la table, notamment via DEC, Développement économique des régions du Québec. Merci. Exactement. Le député de Saint-Hyacinthe, Bagot-Acton. Monsieur le Président, les mises à pied dans l'industrie forestière illustrent ce qui va se produire avec l'acier et l'aluminium si Ottawa ne change pas sa formule, c'est-à-dire rien faire pantoute. On sait que c'est pas leur marque de commerce, mais il faudrait peut-être que les libéraux soient proactifs, pour une fois. Proactifs en offrant des liquidités à l'industrie et proactifs en créant une subvention salariale pour éviter des vagues de mise à pied. Alors que les droits de douane ont doublé hier, y a-t-il moyen, pour une fois, qu'Ottawa bouge avant que des usines ferment et que des emplois disparaissent? Bravo! L'honorable ministre de l'Industrie. Bon, contrairement à mon collègue là, qui fait surtout chialer lorsqu'il pose ses questions, l'objectif, c'est d'être en mode solution. Et c'est pourquoi, moi, ça me fait plaisir de travailler avec lui, mais il y en a des solutions sur la table, il y en a des dispositifs pour aider les liquidités des entreprises. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'étais avec le domaine de l'acier, avec les PDG, pour leur parler de ce qui est possible. Alors, travaillons ensemble et soyons en mode constructif, Monsieur le Président. Le député de Fundy Royal. Les Canadiens de l'Atlantique souffrent sous un gouvernement libéral qui a laissé les coûts de logement doubler et l'inflation dans ce secteur augmenter plus rapidement au Canada que dans tout autre pays du G7. À Halifax, le nombre de sans-abri a doublé au cours des 2 dernières années. Il y a actuellement au moins 1100 sans-abri dans la capitale de la Nouvelle-Écosse, dont au moins 123 enfants. Ces enfants ne veulent pas davantage de bureaucratie gouvernementale. Ils veulent un endroit où ils peuvent se sentir chez eux. Le premier ministre comprendra-t-il que continuer dans la même voie ne fera qu'empirer les choses? Le ministre du Logement et des Infrastructures. Merci de la question. La question des sans-abri est un défi partout au pays. Nous faisons face à un défi avec le logement abordable. Il faut travailler avec les villes et les communautés autochtones pour offrir des résultats. Nous avons un nouveau gouvernement et un nouveau cabinet qui a comme priorité de construire des logements abordables pour les gens qui en ont le plus besoin. Merci, Monsieur le Président. Le député de Fundy Royal. Monsieur le Président, c'est le même bon vieux gouvernement avec les vieilles solutions. La crise du logement n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est le résultat de 10 années de mauvaise gestion du gouvernement libéral. Après seulement une décennie, les loyers au Canada ont doublé. Le montant pour une mise de fonds a doublé. Les hypothèques ont doublé. Le rêve d'être propriétaire d'une maison au Canada s'effrite pour de nombreux Canadiens. Quand le premier ministre comprendra-t-il que continuer dans la même voie n'est pas une solution? Le secrétaire d'État pour l'Agence de revenus du Canada. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de la question.
Monsieur le Président, je suis ravie de répondre à cette question en cette Chambre. Le député aurait beaucoup plus de crédibilité s'il n'avait pas voté contre le fonds de co-investissement et le fonds d'accélération. Monsieur le Président, les conservateurs disent défendre le logement, mais c'est faux. Ils ont voté contre toutes les initiatives du logement que nous avons mis de l'avant pour aider les Canadiens. Le député de Pitt Meadows, Maple Ridge. Monsieur le Président, le logement est devenu inabordable avec ce gouvernement libéral. Selon la SCHL, plus de la moitié des Canadiens ont de la difficulté à payer leur hypothèque. 63 craignent de ne pas pouvoir payer, 17 ont déjà manqué un paiement et 26 ont recours au crédit pour rembourser leurs dettes. À Vancouver, les propriétaires ne savent pas comment ils vont joindre les deux bouts. Le ministre du Logement peut-il reconnaître que l'incompétence économique des libéraux est à l'origine de cette crise et que nous sommes maintenant à mi-chemin au cours de l'année et que nous n'avons toujours pas de budget? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Contrairement aux conservateurs, les mises en chantier sont en hausse partout au pays. Nous voyons des augmentations année après année et aussi une augmentation comparativement à lorsque le chef de l'opposition était ministre du Logement. Nous avons un plan ambitieux, le plus ambitieux de l'histoire du Canada. Nous allons construire des logements abordables partout au pays. Le député de Simcoe Gray. Monsieur le Président, d'après un rapport de TD, le plan des libéraux de construire 5 000 unités de logement par année ne fonctionnera pas. Mais ce n'est pas surprenant parce que la promesse vient du même parti qui disait qu'il allait planter 2 milliards d'arbres. D'après TD, ces chiffres sont impossibles parce que les mises en chantier au Canada étaient moindres de 30 000 unités, en fait, cette année. Et sans budget, il n'y a pas véritablement de plan de logement. Quand est-ce que ce gouvernement va déposer un budget de sorte que les Canadiens puissent savoir si les nouvelles promesses libérales vont leur promettre de se mettre un toit sur la tête? Le ministre du Logement. Le nouveau gouvernement prend des mesures en matière de logement et d'accès à la propriété. Nous avons une initiative qui rend le logement plus abordable. Nous allons abaisser la TPS, mais nous allons aussi changer la façon de construire les maisons. Nous allons avoir des maisons modulaires, par exemple, et nous voulons que ce soit plus vite, plus vert et moins cher. Monsieur le Président, l'accès à la propriété est le rêve de bien des jeunes Canadiens. Mais selon la SCHL, ils sont inquiets. Ils regardent leur budget et 63 s'inquiètent d'être en défaut sur leur paiement hypothécaire. La principale raison est la hausse du coût de la vie. Au lieu d'improviser, le gouvernement libéral devrait s'inspirer de notre jeunesse en basant leurs décisions sur un budget. Vont-ils déposer un budget ce printemps tel que demandé par la majorité des députés ici, dans cette Chambre? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais noter que l'une des premières actions de notre gouvernement a été de baisser les impôts pour 22 millions de Canadiens, une baisse de 840 $ par famille en moyenne. On est très fiers de cette mesure très concrète, très directe pour aider les Canadiens, rendre la vie plus abordable. Mais on ne s'est pas arrêté là, Monsieur le Président. On élimine la TPS sur les nouvelles maisons pour les premiers acheteurs. C'est une mesure qui vise directement à augmenter la capacité qu'ont les nouveaux acheteurs à avoir accès à la propriété. Mais, Monsieur le Président, ce qui est étonnant, c'est que le Parti conservateur ne puisse même pas appuyer les programmes importants qui soutiennent les Canadiens dans son comté de Portneuf-Jacques-Cartier, comme le Programme canadien de soins dentaires, comme l'allocation canadienne pour enfants. Il serait temps qu'il nous appuie. Merci, monsieur. The honourable member for Avalon. Le député d'Avalon. Monsieur le Président, l'exploitation des hydrocarbures en haute mer à Terre-Neuve-et-Labrador, c'est bon, cela crée des possibilités d'emploi pour les habitants du Labrador. Et ce secteur s'est accru avec des protections environnementales et il y a donc une croissance économique tout en respectant l'environnement. Est-ce que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles peut nous parler de l'exploitation de l'énergie en haute mer? Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie le député d'Avalon de sa question. Notre gouvernement appuie l'exploitation de l'énergie en haute mer
Il s'agit d'une industrie qui est forte, qui permet de bons salaires, de belles possibilités et c'est une exploitation qui est durable. Nous allons continuer de travailler sur des projets pour que nous soyons la plus grande économie du pays du G7. Go les Oilers! Monsieur le Président, ce ne sont pas les mots qui permettent de construire des pipelines, c'est l'action. N'oublions pas le moratoire sur les pétroliers, les mesures anti-développement et le plafond de production pétrolière. En fait, les libéraux font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir en place ces politiques et bloquer la construction de pipelines. Est-ce que le nouveau premier ministre va renverser ces politiques sous Trudeau ou, eh bien, est-ce qu'il s'agit encore une fois d'un loup déguisé en agneau qui veut tuer le secteur des hydrocarbures? Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Les Canadiens nous ont dit qu'ils veulent que nous réoutillions notre économie et que nous la fassions croître. Le premier ministre a été très clair. Nous voulons une économie à faible coût, à faible risque et à faible émission. Et les Canadiens vont avoir l'infrastructure qui leur permettra d'être l'économie la plus forte parmi les pays du G7. Bon, il peut employer tous les beaux mots qu'il veut, mais cela ne veut rien dire si on n'agit pas. Et rien ne peut être bâti sans abattre les obstacles. Il y a les projets de loi anti-développement, le moratoire sur les pétroliers, le plafond sur la production pétrolière, la taxe sur le carbone inclus. Le premier ministre dit qu'il est l'homme qui a un plan, mais son plan semble similaire à celui de Justin Trudeau. Il est temps que le premier ministre se montre honnête envers les Canadiens. S'il n'arrive pas à trouver un consensus au sein de son propre cabinet, comment est-ce qu'il va faire approuver un pipeline? La ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Vous savez ce qui va permettre d'accroître la construction? Eh bien, c'est la collaboration avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux, comme on l'a vu lundi. Les Canadiens veulent que nous agissions en raison des tarifs de Donald Trump. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous doter d'une économie très forte. Nous serons la meilleure économie parmi les pays du G7. Et c'est parce que nous écoutons les premiers ministres provinciaux et territoriaux et non pas les députés d'en face. Monsieur le Président, le consensus est clair. Les appels à construire des pipelines et des infrastructures énergétiques se multiplient. Les Québécois et les Beaucerons veulent des pipelines. Le seul obstacle, c'est le gouvernement libéral. Construire des projets énergétiques, c'est réduire notre dépendance aux États-Unis, renforcer l'économie canadienne et enrichir les Canadiens. La loi C-69 anti-énergie doit être révoquée. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement libéral veut continuer à appauvrir les Canadiens? Bravo. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, les Canadiens étaient très clairs. Ils veulent que nous bâtissons un pays très fort, une économie très forte. Et qu'est-ce que vous avez vu, ou nous avons vu lundi? C'est exactement ça. Le premier ministre s'est assis avec les premiers ministres de tout partout dans le pays et on est unis en face de ce que nous voyons des États-Unis. Alors, nous allons travailler pour bâtir une économie forte. Ensemble, on ne va pas prendre les avis des conservateurs. Bravo. Bravo. Honourable member for Calgary. La députée de Calgary-Nose Hill. Les libéraux ont promis de faire un plafond sur ce qui est du sommet, mais les libéraux ont dépassé ce sommet et ils ont accordé 500 000 permis l'année dernière et cela représente la population de Halifax. Alors, comment se fait-il qu'il y a tant d'étudiants étrangers qui sont accueillis au Canada alors qu'il y a une crise du logement et que les Canadiens, eux, n'arrivent pas à se trouver du travail? La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Je remercie ma collègue de sa question. Bon, ces chiffres sont inexacts, c'est de la désinformation. Notre nouveau gouvernement travaille très fort pour améliorer le système d'immigration et le projet de loi C2 a été déposé. C'est un bel exemple. Nous prenons des mesures considérables pour protéger l'intégrité de notre système tout en respectant nos engagements humanitaires. Nous savons que le système d'immigration fort, c'est essentiel pour assurer la sécurité au Canada. La députée de Calgary-Nose Hill. Moi, j'ai obtenu ces chiffres du site Web du ministère. Je suis allée sur le site Web et c'est là que j'ai pris les chiffres.
Donc, nous sommes au cœur d'une crise du logement et elle a fait venir 500 000 personnes au Canada. Ces personnes font concurrence aux Canadiens pour des emplois, pour des services de santé. Si ces chiffres sont inexacts, alors peut-elle nous fournir les chiffres exacts? La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Monsieur le Président, j'aimerais donner une leçon sur l'immigration et sur les visas à la députée d'en face. Il y a beaucoup de demandes qui sont présentées et de candidats. Et pour en arriver à un juste équilibre, nous avons besoin de résidents temporaires et de résidents permanents. Il y a donc différents chiffres et j'aimerais que l'on regarde ces chiffres en détail. Merci. Le député d'Oxford. Monsieur le Président, malgré les promesses faites par les libéraux canadiens selon lesquelles ils allaient plafonner l'immigration, ils ont fait venir 500 000 étudiants étrangers de plus et il y a près de 180 000 travailleurs étrangers temporaires de plus. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent avec des visas expirés ou sur le point d'être expirés en sol canadien et cela exerce des pressions sur le logement, sur les services de santé et sur le marché de l'emploi. On est en train de perdre le contrôle. Comment est-ce que les Canadiens peuvent encore croire dans les libéraux? La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Monsieur le Président, les étudiants étrangers sont essentiels pour le Canada. Vous n'avez qu'à vous adresser aux provinces ou aux institutions. Pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires, ils sont une force vitale du secteur agricole, des pêches. Et ceci étant dit, nous comprenons que nous avons besoin d'un système qui soit équilibré. Et voilà pourquoi nous avons réduit le nombre de résidents permanents et nous savons comment en arriver à un équilibre et comment travailler de façon efficace dans le système. Monsieur le Président, une immigration réussie est essentielle pour le développement de notre pays. Malheureusement, depuis 10 ans, c'est tout sauf une immigration réussie. C'est plutôt malheureusement en raison de leur politique, une immigration irresponsable. Et les premières victimes, ce sont les immigrants eux-mêmes. À preuve, Monsieur le Président, des millions d'immigrants voient actuellement leur visa expirer. Que va faire le gouvernement pour s'assurer que tout se passe bien pour eux et pour le pays? L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On comprend très bien dans ce côté de la Chambre que l'immigration est essentielle de la croissance de notre économie et renforcement de nos communautés. Les Canadiens veulent un système d'immigration solide et durable qui permette au Canada et à tous ceux qui viennent ici de réussir. On travaille exactement ici, dans ce côté de la Chambre, pour améliorer et pour faire le Canada fort. Bravo. Honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, je félicite la ministre pour son français, mais là s'arrêtent les félicitations. Parce que la situation dans laquelle on est actuellement, ils sont les pleins architectes de ce problème que l'on a à l'immigration. Ces gens sont architectes d'immigration irresponsable depuis 10 ans. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que lors du discours du trône, le roi a dit, je le cite, « Il faut ramener l'équilibre ». Je veux juste lui rappeler que quand nous autres, on disait ça il y a 6 mois, on se faisait traiter d'intolérants. Monsieur le Président, la ministre, le résultat, c'est que, au moment où on se parle, le système de santé, nos écoles et l'habitation ne peuvent répondre aux besoins des immigrants. Pourquoi le gouvernement libéral a laissé ce drame humain exister et empirer? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis il est vrai qu'il nous faut avoir un système d'immigration équilibré qui prend acte de la capacité d'accueil qu'on a au Québec, au Canada. C'est pourquoi on réduit progressivement les seuils d'immigration. On a mis aussi des restrictions par rapport à l'émission de visas. Mais je noterai juste une chose. D'une part, on a son collègue d'Oshawa-Nord qui dit qu'on devrait complètement scraper le programme des travailleurs étrangers temporaires, pendant que ses commettants dans la région de Québec, dans Lévis, dans Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, nous disent qu'ils ont besoin de ces travailleurs pour faire fonctionner nos usines partout à travers le Québec. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le député de Kamloops, Thompson-Nicolas. 700 000 doses de fentanyl. 32 armes à feu illégales. 7 personnes en liberté sous caution.
Il s'agit de statistiques qui proviennent d'une rafle qui a été menée hier à York. Je félicite les policiers de leur excellent travail, mais je condamne ces libéraux qui ont permis ce type de crime qui est à la hausse au Canada. Et au Canada, il y a le syndrome des portes tournantes dans notre système judiciaire. Pourquoi ne pas renverser le tout pour qu'on puisse vraiment s'attaquer aux trafiquants d'armes et de drogue? La ministre d'État à la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, nous voulons des peines plus dures pour les criminels violents et nous voulons que ce soit plus strict pour ce qui est de la mise en liberté sous caution. Et nous allons aussi nous en prendre aux récidivistes. Mais soyons clairs, les provinces et les territoires ont un rôle essentiel à jouer dans l'administration de la mise en liberté sous caution. Ils doivent avoir la capacité nécessaire, qu'il s'agisse des procureurs, des juges, etc. C'est impératif pour assurer la sécurité de nos quartiers. Les individus à risque de récidiver ne doivent pas avoir droit à la liberté sous caution. Le député de Burnaby Central. Monsieur le Président, la pêche illégale dans les eaux internationales cause des dommages ici et au pays, et à l'étranger aussi. Dans l'océan Pacifique, des navires fantômes pêchent sans discernement, à l'aide d'engins illégaux et capturent des espèces en voie de disparition et en péril. Cela nuit au saumon sauvage du Pacifique ainsi qu'aux chaînes d'approvisionnement mondiales dont nous dépendons, et nos alliés aussi. Le ministre des Pêches peut-il nous dire ce qui est fait à cet égard? La ministre des Pêches. Monsieur le Président, la pêche illégale, c'est absolument inacceptable, c'est renversant. Voilà pourquoi nous avons joué un rôle clé dans la lutte grâce à l'opération Northern Guard. Nos agents de pêche et les équipages de la garde côtière qui ont reçu une formation spécialisée jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pêche illégale dans le Pacifique. Et je dois dire que l'équipage est en cours de mission en ce moment. Et il y a donc le navire de la garde côtière Sir Wilfrid Laurier qui y participe. Bon courage. La députée de Kildonan-St. Paul. Nous avons appris des nouvelles assez troublantes aujourd'hui. Il y a un ministre du Manitoba qui a été reconnu coupable d'avoir procédé à du harcèlement et avoir une conduite non professionnelle. Il a été révélé que les membres de son personnel ont subi de l'humiliation, de l'intimidation et pendant des mois. C'est inacceptable. Le premier ministre décide de qui siège à son cabinet. Est-ce qu'il n'était pas au courant ou c'est parce qu'il ne s'en soucie pas? Le leader en chambre. Manifestement, mes collègues veulent un environnement de travail qui soit sain pour tous et qui soit mené par la collégialité et le respect mutuel. Et c'est tout ce que nous avons à dire à cet égard. La députée de Kildonan-St. Paul. Monsieur le Président, les victimes ont pu prouver leur expérience grâce à une firme d'avocats. Il y en a très peu qui ont osé révéler la vérité, mais il y en a une qui a porté plainte, mais elle n'a même pas reçu de réponse. Alors, imaginez que votre patron vous attaque psychologiquement et alors là, le premier ministre du Canada lui offre une promotion. Est-ce que le premier ministre trouve cela acceptable? Le leader en chambre. Monsieur le Président, mon collègue est une personne intègre qui a occupé plusieurs postes dans la fonction publique à divers niveaux, a toujours bien servi ses commettants. Elle est engagée et elle a des valeurs respectueuses et elle va travailler très fort pour les Manitobains et le reste des Canadiens. Le député de Aurora Oak Ridges. Monsieur le Président, après 10 ans de politique de porte tournante des libéraux, les Canadiens connaissent un taux de criminalité record. Ils se lèvent le matin et espèrent que leur voiture sera encore dans l'entrée. Le vol de véhicules a grimpé en flèche à Aurora, par exemple. Il y a aussi des vols qui sont fréquents dans le Grand Toronto. Monsieur le Président, quand est-ce que les libéraux vont enfin se concentrer sur la sécurité de nos collectivités et faire passer les peines d'emprisonnement avant les mises en liberté sous caution? La ministre d'État à la lutte
à la criminalité. Monsieur le Président, je dois dire qu'aujourd'hui, nous débattons du projet de loi C2, l'une des toutes premières mesures que notre gouvernement a prises pour rendre nos rues plus sûres. Nous sommes déterminés à réaliser le travail nécessaire. Et aussi, bonne nouvelle, le chef de police de Toronto a déclaré que le vol de véhicules automobiles s'est décru de 39 % et les homicides 67 %, les fusillades 46 %. Donc, nous serons là pour protéger les Canadiens. Le député de New Westminster, Burnaby, Meyerville. Monsieur le Président, je tiens à remercier les habitants de ma circonscription de leur excellent travail, tant à l'échelle locale qu'internationale. Dans ma circonscription, il y a des organisations qui ont de véritables... qui changent la donne. Il y a des organisations qui contribuent beaucoup au milieu. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement appuie des groupes locaux pour qu'ils continuent d'améliorer la vie des autres? Le secrétaire d'État au développement international. Appuyer les petites et moyennes organisations canadiennes, c'est une priorité absolue pour notre nouveau gouvernement. Des organisations comme Coopération Canada, Nutrition International et Results Canada permettent une expertise canadienne au service des communautés qui en ont le plus besoin. Avec des dizaines de milliers de Canadiens travaillant dans ce secteur, ces efforts créent des emplois chez nous et renforcent l'autonomie de nos partenaires à l'étranger. J'ai rencontré les leaders du secteur et je continuerai de travailler avec eux pour faire en sorte que chaque dollar dépensé rapporte au maximum. Monsieur le Président, un délinquant sexuel condamné pour des crimes commis sur des enfants dans ma circonscription a récemment été condamné à une peine de prison, mais au lieu d'aller en prison, il a été libéré sous caution en attendant son appel. Il vit maintenant à seulement 600 mètres d'une école. C'est choquant. Les parents sont profondément inquiets et la famille de la victime se sent trahie. Le ministre admettra-t-il enfin que le régime de mise en liberté sous caution ne fonctionne pas et qu'il faut changer les lois pour faire en sorte que les délinquants sexuels n'aient pas droit à la mise en liberté sous caution? La ministre d'État à la lutte à la criminalité. Je suis ravie de dire que nous avons débattu aujourd'hui pour la première fois du projet de loi C2 qui va faire en sorte que ce sera plus facile de mettre la main sur les prédateurs sexuels et les pédophiles. Nous allons imposer des peines plus dures pour les récidivistes. Et comme je l'ai dit plus tôt, les provinces ont un rôle important à jouer dans l'administration de la justice et la mise en liberté sous caution. Cela relève des tribunaux provinciaux. Et d'après la loi, les personnes qui présentent un risque à l'ordre. Le député de Vancouver-Kingsway. Le directeur parlementaire du budget s'est penché sur les engagements financiers du gouvernement et il trouve que les chiffres sont erronés. D'après le directeur parlementaire du budget, il est impossible que les libéraux puissent respecter leurs dépenses les dépenses annoncées sans qu'il y ait de coupe drastique dans la fonction publique. Mais les fonctionnaires offrent des services essentiels aux Canadiens et surtout en ce moment, étant donné la situation précaire et les menaces de Donald Trump. Est-ce que les libéraux vont admettre qu'ils n'arriveront pas à respecter les promesses faites aux Canadiens? Le ministre des Finances. Je remercie mon collègue de sa question importante. Nous sommes résolus à présenter un cadre financier qui va permettre de bâtir le Canada de façon responsable. Et je suis ravie de voir que le député envisage de voter en faveur d'un projet de loi qui va changer la vie de 22 millions de Canadiens. Ça, ce serait un bon point de départ que les néo-démocrates nous emboîtent les pas et votent en faveur des Canadiens. Le député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés par des tarifs sur l'acier, sur l'aluminium et sur l'aéronautique. On ne peut pas faire confiance aux libéraux. Il n'y a pas de ministre du Travail et force retour au travail veut remplacer les travailleurs par l'intelligence artificielle. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement ne réforme-t-il pas l'assurance-emploi et les aides aux revenus et ne prend-il pas de contre-mesures à l'égard de l'acier américain pour protéger les travailleurs?
la ministre de l'Emploi et de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que la députée d'en face a raté l'annonce qui a été faite. Le gouvernement a déjà agi pour changer l'assurance-emploi et aider les travailleurs qui seront touchés par ces tarifs injustes. Ils vont pouvoir garder leurs gains et faire en sorte que l'accès à l'assurance-emploi puisse être accordé là où le chômage est à la hausse. Et nous allons continuer d'aider les travailleurs qui seront fort touchés dans cette période difficile. C'est ce qui met fin à la période des questions. L'honorable député de Berthier-Masquinongé, un rappel au règlement. Si vous le demandez, vous constaterez qu'il y a consentement unanime à l'égard de la motion suivante. Je propose